Vous avez vu, j'espère que je monte comme Obama malgré mon grand âge. Je voulais vous remercier à tous d'être si nombreux et d'être venus et d'écouter les si jolies choses que mon amie Claudine Brasseur, et comme on dit dans mon pays, ma Magina, puisqu'on porte le même prénom, a dit de moi. Mais rassurez-vous, il n'y a rien de très sérieux dans tout ça. Donc voilà, alors je vais commencer. La technique, moi je suis plutôt de la génération des fiches, donc il faudra me pardonner quand ça ne suit pas tout à fait son cours. Alors voilà, je voudrais d'abord commencer cette présentation en vous parlant de ma vie au Congo. C'est vrai que j'ai préféré vous montrer ces deux photos qui sont assez symboliques de mon parcours avec mon pays d'adoption, le Congo. Je suis arrivée au Congo en 1951 avec un papa vétérinaire parce qu'il y avait une grande épidémie d'une maladie contagieuse septicémique due au bacille charbonneux, je crois qu'on disait tout simplement le charbon, parmi les vaches Watutsi dans le Kivu, le Rwanda et le Burundi. Et donc, je n'étais pas encore en âge d'aller à l'école. Et comme ces pays aux 1000 collines n'avaient pas de route, eh bien, vous me voyez avec ma sœur assise dans ma chaise à porteur. Oui, il faut se remettre dans le contexte. C'était un peu comme ça à l'époque. Et c'était une période extrêmement heureuse pour moi parce que j'avais des parents qui me laissaient aller n'importe où. Et je descendais dans les villages et je profitais des gens et pour moi ça représentait la liberté et c'était le début de ma vie au Congo. La deuxième photo est 60 ans plus tard. Je suis assise dans un village de pêcheurs au bord de la rivière Maringa à la recherche d'un site pour le relâcher pour la première réintroduction mondiale de bonobo. Et c'est un moment plein de joie pour moi parce que je me suis rendu compte que grâce au bonobo, je fermais ma boucle et ainsi je payais ma dette de bonheur vis-à-vis de mon pays. C'est vrai que mon pays n'a pas toujours très bonne réputation, mais c'est le mien, on s'aime, comme un couple qui s'aime et qui parfois ne s'aime plus, mais qui au fond s'aime toujours. Et j'y suis toujours, aussi longtemps après. Mais mon histoire avec les bonobos a commencé dans une période un peu compliquée. Dans les années 90, nous sommes entrés, après un discours historique du maréchal Mobutu, nous sommes entrés dans ce qu'on a appelé une période de transition politique qui a amené de fil en aiguille des pillages qui ont détruit en 1991 et en 1993 une deuxième fois ce qui restait du tissu économique de notre pays. Mon mari avait une entreprise de transport routier qui avait déjà fait les frais de la première série de pillages et puis en 93 de la deuxième. Et à ce moment-là, je suis allée chercher de quoi nourrir ma famille et j'ai rencontré une amie médecin qui m'a dit « Est-ce que tu es allée au zoo? La situation est vraiment dramatique. » Et je crois que là, la fille de vétérinaire est celle qui aime les animaux, mais peut-être comme vous, ni plus ni moins. Je ne sais pas si je devais m'étourdir d'avoir vu tant de choses qui me paraissaient incroyables dans la dernière quinzaine qui précédait. Et j'ai poussé la porte du jardin zoologique. Et oui, je crois qu'à ce moment-là, ma vie a changé. Parce que c'est vrai que j'y ai trouvé 250 animaux dans un état incroyable, parce que les hommes qui étaient là, eux aussi, une bonne trentaine d'hommes, étaient juste dans le même état d'attente de rien
et certainement pas de l'aide du gouvernement ni de l'État. Tout était bouleversé. Et donc je suis sortie de là et je vais vous décrire une scène qui a l'air assez rigolote comme ça de loin, mais croyez-moi qu'à ce moment-là, elle ne l'était pas du tout. Je suis arrivée chez mon mari, il était assis dans ce qui restait de son bureau avec une porte qui lui servait de table et des casiers de bière qui servaient de caisse. Et je lui ai dit, écoute, je suis allée au zoo, c'est épouvantable. On a été tellement heureux dans cette ville et dans ce pays qui est le nôtre, il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai vu quelque part dans ses yeux quelques points d'interrogation, mais me connaissant, il a dû se dire « Ouh là là, il faut la laisser s'étourdir un peu ». C'est vrai qu'on était juste content d'avoir pu sauver notre famille, et voilà, l'aventure a commencé comme ça. Je suis partie au zoo, et très vite, j'allais collecter les poubelles dans ce qui restait. Il restait 2 hôtels, l'hôtel Memling et l'Intercontinental. J'allais récolter les poubelles et puis on faisait des paquets, on divisait toujours avec les hommes aussi. Et parce que tout le monde était un peu dans le même état d'esprit, dans le même problème, nous aussi du reste. Et donc, voilà, j'ai commencé comme ça au jardin zoologique. Et 1 mois ou 2 après, un homme est venu déposer, il avait dans les bras, pour moi, un petit chimpanzé qui était sur le point de mourir. Et le directeur du zoo m'a dit « Ah, maman Claudine, il ne faut pas mettre votre cœur là-dedans. Ce n'est pas un chimpanzé comme les 17 que nous avons ici au zoo, c'est un bonobo. » Vous n'allez pas me croire, mais c'était la première fois que j'entendais ce nom-là. Alors il m'a dit, oui, on l'appelait chimpanzé de la rive gauche, chimpanzé pygmée, mais en fait, c'est un bonobo. Et donc, ne sachant trop quoi faire, j'ai appelé Anvers, le zoo, en disant, voilà, je viens d'avoir un petit, il est mourant et tout. Et là, on ne m'a pas donné trop d'espoir, on m'a dit, oulala, mais vous ne savez pas à quel point cet animal est fragile. Non seulement physiquement, parce qu'il attrape toutes nos maladies, mais aussi psychologiquement. Il ne veut pas vivre, cet animal. Sans sa mère, il ne veut pas vivre. Et le directeur du zoo de confirmer, oui, on a 100% de mortalité avec les bébés bonobos. Bon, c'était le 2e challenge. Il fallait sauver le zoo, et pourquoi pas sauver cet animal qui est si difficile à sauver sans l'amour de sa mère. Et donc, j'avais une amie de cœur qui est du reste de la région de Liège, Denise Van Gelu, qui venait de vivre des moments extrêmement pénibles et dramatiques. Et elle adorait les animaux, donc je suis allée la voir et j'ai dit « Allez, on sauve ce zoo ensemble et on va s'occuper de ce petit bonobo. » Et je l'ai appelé Mikeno, le nom d'un volcan des Virunga que dans ma jeunesse j'avais atteint son sommet. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça. Et très très vite, on s'est rendu compte que Mikeno, en fait, il voulait vivre à cause de nous, à cause de ce regard d'amour qu'il recevait. Il faisait tout simplement un transfert affectif sur une maman de substitution. Bien, on avait tout simplement trouvé le mode d'emploi. 130 bonobos plus tard, je peux vous dire que c'est toujours la même chose avec des mamans de substitution. Mais donc, la maison devenait trop petite, la guerre arrivait, c'était vraiment très, très compliqué cette période-là. Et nous avions finalement quitté la maison et nous réfugier dans la clinique vétérinaire du docteur Pierre Verhaeghe, qui était pillée aussi. Et voilà, l'aventure a réellement commencé comme ça. Quand nous en avons eu une bonne dizaine, eh bien, c'était très très difficile parce que ils allaient faire des réglages d'antennes télévisées chez nos voisins. Et donc, tout le monde ne voyait pas ça d'un très bon œil. Mais ce que j'avais appris d'important avec cette expérience du zoo,
c'était que chaque jour, quand nous distribuions la nourriture aux animaux, il y avait autour de nous ces enfants de la rue, les Chégués, comme on les appelle à Kinshasa, ces enfants qui ont tous les noms, les enfants sorciers, les enfants perdus, qui se réfugiaient au jardin zoologique, peut-être pour échapper à la difficile vie nocturne dans les rues de Kinshasa. Et je les ai vus changer au jour le jour. Ils me suivaient, ils me disaient « Raconte, maman jardin, explique, explique ». Et j'ai vu à quel point ils apprenaient, ils aimaient, et du coup, ils protégeaient. Et de là est venue ma devise, et qui me suit jusqu'aujourd'hui, la conservation commence par l'éducation. Tous ces jeunes, toute cette jeunesse que nous recevons, ce sont les décideurs de demain, et c'est mon espoir aujourd'hui. Il fallait donc aussi que les autorités congolaises comprennent mon action. Je ne pouvais pas accueillir ces bonobos. Je voulais que la situation soit extrêmement claire avec le ministère de l'Environnement. Et donc, très vite, je suis allée au ministère de l'Environnement en disant, voilà, je vais prendre soin de vos bonobos, mais vous devez les saisir au nom de la loi. Parce que la loi existe, la loi est là. Et je peux vous assurer que les fonctionnaires congolais connaissent la loi sur le bout des doigts. L'application est parfois un peu plus difficile. Mais il fallait que j'ai cette collaboration. Et donc, les bonobos, pour bien leur montrer que c'était les bonobos du Congo, je n'en ai jamais demandé la propriété. Jusqu'aujourd'hui, tous ces bonobos que je recueille et que je remettrai plus tard dans la forêt et que j'ai remis dans la forêt appartiennent à la République démocratique du Congo. Entre-temps, nous n'avions plus de place à la clinique vétérinaire et ma bonne étoile m'a envoyé l'ambassadeur des États-Unis qui avait entendu parler de mon histoire et m'a proposé de m'installer dans le campus de l'école américaine, ce que nous appelons au Congo TASOC, The American School of Kinshasa. Et donc je suis partie là et j'ai commencé activement ce programme éducatif. Nous recevions jusqu'à 10 000 enfants et en même temps un programme éducatif aux zoos. Parce que c'est vrai que l'éducation, l'amour des animaux ne fait pas peut-être partie de l'éducation comme dans les pays de l'Ouest. Et je me rendais bien compte qu'il fallait commencer par le début. Et nous avons créé dans les écoles de Kinshasa des clubs de bonté pour les animaux, pour apprendre tout simplement aux enfants à aimer, à respecter, parce que c'est le chemin pour la protection. Et donc, j'avais reçu l'autorisation de l'école américaine d'y rester pendant quelques mois. Eh bien, figurez-vous, j'y suis restée 5 ans parce que de guerre en guerre, finalement, il n'y avait que des barrages militaires autour de la ville. Et donc, je ne pouvais pas essayer de trouver ce paradis que j'espérais pour mes bonobos. Et finalement, en 2000, les barrages ont été levés, 2001 surtout, début 2001, à la signature de la paix avec les accords de Lusaka. Et donc, je suis partie à la recherche d'un endroit boisé. Et quelle ne fut pas ma déception de voir que pendant toutes ces années d'enfermement, bien, nous avions coupé presque tous les arbres autour de Kinshasa. Parce qu'on en avait besoin, parce que l'électricité se faisait rare, parce qu'on avait besoin de charbon de bois pour cuisiner et qu'on a coupé beaucoup d'arbres. Et une chance folle, quelqu'un m'a dit « Mais tu es allé aux petites chutes de la Lukaya ?» Et je ne pouvais même pas imaginer que cet endroit magnifique, avec 35 hectares de forêt, avait survécu à toute cette période de tourmente. Et j'ai rencontré le propriétaire qui sortait justement de prison, un monsieur français, et qui m'a dit « Ben oui, moi je préfère te mettre à disposition ce terrain ». Et j'ai vite appelé la World Society for Protection of Animals en disant « Ça y est, j'ai trouvé un endroit, offrez-moi ma première clôture électrique ». Et ainsi, dans l'Ola,
nous avons tout de suite installé 3 enclos de 15 hectares, de 10 hectares, de 12 hectares, et les bonobos se sont retrouvés, mais quasiment en semi-liberté. On avait trouvé un endroit magnifique avec des rivières. J'étais un peu obsédée par la guerre, par le fait que à l'école américaine, il n'y avait pas d'eau, et quand il y avait des troubles, il fallait vraiment que le staff qui travaille avec moi et qui est complètement dévoué à la cause des bonobos se déplace. C'était plus facile que moi, je suis tout de suite repérée évidemment, et aller donner au moins à boire aux bonobos. Donc j'étais vraiment obstinée par l'idée dans chaque enclos d'avoir un étang. Comme ça, les bonobos pourraient toujours boire, même si on ne pouvait plus arriver là-bas. Et donc, voilà, j'ai appelé cet endroit Lola ya Bonobo. Lola, en lingala, ça veut dire le ciel, le paradis. Et surtout pour les orphelins bonobos qui m'étaient confiés par le ministère de l'Environnement, un endroit où tu n'auras plus jamais peur, plus jamais faim, ni plus jamais soif. Mais si, maintenant on parlait un peu des bonobos parce qu'on les connaît, mais il vaudrait mieux les connaître un peu mieux. Je vais vous dire, malgré tout, et encore aujourd'hui, je suis allée à cette exposition sur les singes au Muséum d'histoire naturelle à Bruxelles, et je n'y ai même pas retrouvé le mot bonobo. C'est toujours une blessure pour moi, parce que c'est un singe, un grand singe, une espèce à part. Elle est reconnue depuis 1927. Et c'est un autre chimpanzé. Ce n'est pas le même. Et il est tellement différent. On lui a donné tous les noms. Chimpanzé à face noire, chimpanzé pygmée. Mais pourquoi pygmée? Parce qu'on ne le voyait jamais grandir. Il mourait toujours en captivité. Chimpanzé de la rive gauche. Mais en fait, celui qui a trouvé le meilleur nom pour le bonobo, parce que même, je vais vous dire, le nom bonobo, il n'existe pas au Congo. Dans son habitat, personne n'a jamais entendu ce mot bonobo. Il serait sorti quelque part de l'Allemagne dans les années 70. Dans son biotope, on l'appelle Elia, ou Mbilia, ou Mokombusu, mais certainement pas bonobo. Donc, il est mal parti, cet animal. Et Frans de Waal l'a appelé le grand singe oublié. C'est vrai que c'était le dernier à être reconnu, mais il avait d'autres choses contre lui. D'abord, il ne survivait pas bien à la captivité, il est trop sensible psychologiquement. Et puis, imaginez-vous, dans toutes ces années, ce singe, ce grand singe, et je mets des majuscules si vous voulez bien, qui règle tous ses problèmes par le sexe. Imaginez-le dans un zoo, on ne pouvait pas montrer tout ça, c'était pas les années hippies encore. Et donc, même à cause de ça, alors que ça lui permettait d'être pacifique et de régler ses problèmes autrement, eh bien malgré ça, on ne l'exposait pas. Vous savez, quand j'ai commencé avec les bonobos, il y avait, venant d'Anvers, qui les a un peu dispersés, il y avait dans le monde 250 bonobos en 94. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 150. Et pourtant, ils ont beaucoup d'enfants. C'est vrai qu'ils ne peuvent plus sortir du Congo. On a signé la Convention de Washington et le bonobo appartient au Congo. Donc, il y a quelques problèmes pour les échanges dans les zoos, etc. Mais on l'a un peu toujours oublié. Il y avait aussi le problème aux États-Unis des créationnistes. Alors, comment parler de l'évolution dans ces cas-là? Donc, il avait toujours quelque chose contre lui. Mais si on parle de lui et de nous, ben, nous avons un tronc commun, nous avons le même ancêtre, et nous sommes le 5e grand singe, puisque tous les autres sont l'orang-outan, le gorille, le chimpanzé et le bonobo, et nous. Nous sommes de la même famille. C'est vrai qu'il y a peu de choses, génétiquement, nous sommes assez proches des chimpanzés et des bonobos.
98,7% de notre génétique, nous la partageons. Mais voilà, tout ça était difficile à faire admettre dans les années et les années précédentes. Mais oui, c'est notre plus proche cousin. Ben, où vis-tu, bonobo? Mais le bonobo ne vit qu'en République démocratique du Congo. Il vit vraiment dans un habitat limité au nord par le fleuve Congo, au sud par la grande rivière Kasaï et son affluent, la Lukeni. Il est là. Avant, évidemment, il occupait tout ce territoire. Aujourd'hui, c'est un territoire avec, comme une peau de léopard, avec des taches-taches de zones d'occupation. Parce que, évidemment, si rien n'est fait, je pense que ce sera le premier grand singe à disparaître. Et pourtant, ils sont beaux, les bonobos. Je vous présente Max. Il est magnifique, non? Un bel homme de 35 ans. Mais regardez la façon dont il tient ses graminées dans les mains. Ça vous montre tout de suite que ce sont des jolis cœurs. Ils sont, moi je dis toujours que c'est vrai qu'ils sont vraiment très très beaux. Ils ont des membres inférieurs plus longs que les chimpanzés. Et de ce fait-là, ils sont plus graciles. Ils sont plus souvent aussi en position de bipédie et ils ont une belle coiffure, ils ont aussi des lèvres roses et une coiffure avec une raie au milieu et dans le cou, une belle coupe au carré. Très mode, non? C'est vrai qu'ils nous ressemblent, par beaucoup de choses ils nous ressemblent. Par exemple, par la bipédie. Le bonobo est le plus bipède des grands singes. Il peut marcher jusqu'à 15-20% de son temps en bipédie. Il n'est pas aussi penché que le chimpanzé, il n'est pas aussi relevé que notre ancêtre l'Australopithèque Lucie, mais dès qu'ils transportent quelque chose, ils peuvent marcher très longuement en bipédie et même courir, vraiment courir. Et je dirais... Bon, je ne veux pas faire de la parité ou pas de la parité, mais on a plus observé les femelles en bipédie que les mâles. Allez, on va dire que c'est à cause de leurs petits, hein, on ne va pas faire la chauvine. Mais voici quelque chose qui est intéressant. Je voulais vous présenter de profil et de face un crâne de bonobo et un crâne de son plus proche cousin, le chimpanzé. Vous voyez probablement, à cause de cette bipédie un peu plus importante, le bonobo a son implantation de la tête qui laisse apparaître l'os frontal. Et du coup, puisqu'il a les arcades sourcilières beaucoup moins prognates que le chimpanzé, si on le regarde de face et si on compare les deux, s'il n'y a personne qui va me contredire, je dirais qu'il ressemble plus à l'humain, même si ce sont des cousins éloignés de la même façon. Alors, ce qui est de très particulier avec le bonobo, c'est son regard. Ceux qui sont passés au jardin zoologique ou qui ont eu la chance de voir les gorilles en pleine nature, vous savez que le gorille ne supporte pas votre regard. Vraiment, il ne veut pas que vous le regardiez dans les yeux. Il a besoin que vous baissiez les yeux devant lui. Le chimpanzé, lui, il vous regarde, mais il ne vous regarde pas fixement. Il tourne les yeux constamment. Toutes les 3 secondes, il vous quitte des yeux. Le bonobo, c'est pas ça. Si vous avez la chance de passer quelques minutes avec un bonobo, il a une intensité de regard. Il vous regarde. Oui, il vous observe, mais je crois qu'il nous regarde au fond de l'âme. Je crois qu'il veut exactement savoir qui vous êtes et comment vous allez réagir avec lui. Alors, nous les femelles humaines, nous avons de nombreux points communs avec les femelles bonobo. Nous avons le même cycle ovarien. Nous avons des périodes, comme elles, de 28 à 38 jours.
nous avons ces premières périodes vers l'âge de 8 ans, les femelles bonobos, pardon, et elles ont une portée de 8 mois et un peu plus. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent. Elles ont le même moyen anticonceptionnel naturel que nous. Tant qu'elles allaitent leurs petits, il n'y a pas d'ovulation, donc il n'y a pas un petit qui s'ajoute à un autre. Et de ce fait-là, se crée entre la mère et son enfant une liaison extrêmement forte. Et comme elle allait son bébé jusqu'à 4 ans, ce qui voudra dire que si vous ajoutez les bons 8 mois de portée, elles n'ont un bébé, ces femelles bonobos, que tous les 5 ou les 6 ans. Et donc 5 ou 6 ou maximum 7 bébés tout le long de leur vie, ce qui fait un taux de natalité extrêmement faible et surtout beaucoup plus faible que le taux de chasse aujourd'hui. Et le bébé bonobo, il est très très dépendant de sa mère. Il va marcher à 4 pattes vers 4 mois, il se mettra en bipédie vers les 9-10 mois. Sa mère lui fait un sevrage extrêmement lent. Elles sont vraiment sévères. C'est vrai qu'il y a des mères très rock'n'roll, hein. Elles sont toutes différentes. Elles peuvent être des vraies mères ou vraiment un peu plus lâches en laissant le bébé un peu plus libre. Mais généralement, ce sont des mamans extrêmement sévères. Il n'a vraiment pas le droit de bouger une oreille ou un bras. Elle le tient tout le temps. Et ce bébé bonobo va créer avec elle des liens extrêmement forts, ce qui est très important pour plus tard, quand il va baser toute sa vie sur les relations amicales, sexuelles qu'il aura avec tous ses autres congénères. Il perd aussi ses dents à 4 ans et demi. Ça vous rappelle quelqu'un? Alors, il a conscience de soi, oui, ils répondent aux expériences sur la conscience de soi. Beaucoup d'animaux le font aussi. Mais par exemple, si on lui met évidemment un point sur le front, ben, il va d'abord être extrêmement curieux et il va aller voir derrière le miroir s'il y a quelqu'un d'autre. Mais s'il n'y a personne, évidemment, tout de suite, il va se toucher le front. Il est conscient que c'est lui qui voit dans le miroir. Tout ça sont des expériences qui sont faites à Lola et qui sont publiées par les étudiants des grandes universités avec qui nous travaillons. Alors oui, le rire. Regardez Crispin qui travaille avec moi. On dit que le rire est le propre de l'homme. Je ne suis plus tout à fait d'accord non plus parce que regardez bien cette photographie. Il manque le son, tout simplement. Le bonobo rit et sourit. Et je signe. Certains scientifiques ont dit non, que la bouche grande ouverte qui laisse voir toute la dentition est une marque de peur ou de panique. C'est vrai, c'est vrai. Si un bonobo est face à un autre qui lui veut quelque chose, il va négocier, mais avant ça, il va faire ce rictus de panique. Mais je peux vous dire, moi, que sans aucune crainte de rien du tout, j'ai vu de bien beaux sourires avec mes bonobos. L'empathie, oui, encore quelque chose qui a été très 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 longtemps controversé. Bon, depuis, ça a été complètement mis en évidence que chez presque toutes les mammifères, presque tous les mammifères sont sensibles aux émotions des autres. Et les bonobos sont peut-être les plus empathiques des primates. Comme il existe entre eux assez peu de violence, ils sont d'une grande sensibilité aux émotions des autres. Et on a fait par exemple pas mal d'études à Lola et on s'est rendu compte que les orphelins bonobos, ceux qui arrivent chez nous, dont les parents ont été tués, ils sont vraiment orphelins. Eh bien, comme les enfants humains orphelins, ils ont plus difficile d'exprimer leurs émotions et sont moins enclins à consoler quelqu'un que les bébés nés à Lola qui vivent avec leur mère.
Quand quelque chose ne va pas, les orphelins ils peuvent se rouler par terre et crier, ils ne sont pas contents, alors que les bébés bonobos nés au sanctuaire avec la protection de leur mère se calment vraiment beaucoup plus vite. Les étudiants du professeur Brian Hare de Duke University ont fait pas mal d'études sur le partage, parce que le bonobo est très différent, par exemple, du chimpanzé. C'est vrai que le chimpanzé peut partager, mais il doit être vraiment copain avec l'autre. Le bonobo, non seulement il partage avec ses copains, mais il préfère presque partager avec un inconnu. Tout ça pour ne pas avoir de problème. J'ai une petite vidéo après, que j'espère de tout cœur va fonctionner. Au secours, elle ne fonctionne pas. Ah si, c'est moi, je vais vous expliquer. C'est une expérience qui se passe à Lola. On a mis un petit bonobo dans une pièce et la nourriture a été placée par un étudiant. Ici, c'est Suzy qui travaille avec nous. Et le deal est de savoir si on fait entrer un bonobo alors que l'autre est enfermé à côté, voir sa réaction. Donc on fait entrer ce petit bonobo et il peut avoir le choix. Il peut prendre tout pour lui, bien sûr, ce sont des fruits qu'il aime beaucoup, mais vous allez voir sa réaction. Il peut ouvrir la porte pour faire entrer l'autre, ou il peut manger tout seul. Eh bien, vous allez voir, il a un bonobo qui, voilà, et puis il va ouvrir la porte et il va partager avec l'autre. Donc on a trouvé que les bonobos partagent. Oui, ça devient un peu rock'n'roll et la scène de sexe après, je vous l'ai coupée. Et vous trouverez actuellement dans beaucoup de journaux comme Le Monde, hier ou avant-hier, qui explique que non seulement, c'est encore une autre étude qui a été faite à Lola, et c'est très récent, elle vient de paraître dans Science, ils préfèrent vraiment partager avec ceux qui ne connaissent pas. Et c'est tout simplement vraiment le caractère du bonobo, ça. C'est ne pas avoir de conflit. Donc si on ne le connaît pas bien, on va vraiment partager pour ne pas avoir à montrer sa force ou quoi. Tout est en douceur avec les bonobos. Alors on m'a dit, voilà une femelle qui casse des noix. On m'a dit aussi, surtout les scientifiques bien sûr, le bonobo n'utilise pas d'outils, c'est pas comme les chimpanzés. Les chimpanzés prennent des morceaux de branches, vont chercher les termites grâce à ce petit fétu de paille. Ils utilisent des outils. Moi, je peux vous dire que chez moi, c'est pas comme ça. J'ai jamais appris aux bonobos à casser des noix, bien sûr, mais ils utilisent des outils pour plein d'autres choses. S'ils ont des fruits avec des bogues très durs, eh bien, ils profiteront d'une aspérité sur un tronc d'arbre pour aller casser le fruit plus facilement. Quand ils vont dans l'eau, ils prennent un bâton et ils jaugent la profondeur de l'étang pour ne pas se mettre en danger. Ou ils prennent une fine liane pour aller dans l'eau avec l'illusion qu'ils pourraient ne pas se noyer. Pourtant, ce sont des petites lianes. Donc, moi, je dirais, les bonobos utilisent aussi des outils. Mais comme on ne les a pas vraiment observés pendant les mêmes décennies que le chimpanzé, on aurait pu penser que dans les eaux, comme ils s'embêtent tellement, c'est vrai qu'ils ont peu d'imagination. Alors ici, non seulement ils utilisent des outils, mais je vais vous montrer. Elle n'est pas de super qualité parce que c'est une collecte de données d'un étudiant. Mais vous allez voir une jeune femelle qui part avec... Alors là, je dois vraiment le mettre en marche. Oui. Regardez là, elle a son bébé sur le bas du dos et elle emmène sur son dos une pierre.
elle sait qu'elle va à 400-500 mètres de là, il y a une espèce de grande pierre où elle va pouvoir casser ses noix. Mais les marteaux sont extrêmement rares. Donc, pardon, hein, il y a des petites vagues, mais c'est fini, c'est fini. Et elle arrive là-bas, en chemin elle a pris des noix, et elle va casser ses noix avec la pierre qu'elle a amenée. Alors, moi j'insiste, les bonobos, oui, ils utilisent des outils, mais ils peuvent même prévoir qu'ils vont utiliser des outils. Ce sont des noix palmistes sèches, ils aiment beaucoup ça. Donc voilà, ils sont comme nous, mais ils ont aussi leurs particularités. Moi je dirais, nous les humains, nous devons aller à l'école pour apprendre la diplomatie. Les bonobos, ils ont un peu ça de manière un peu innée. Ils ne fonctionnent pas du tout comme les autres grands singes. C'est une alliance de femelles qui dirige un peu le groupe. Et de ce fait-là, leurs fils ne les quitteront jamais. Je dirais même à vue, parce que l'alliance des femelles qui dirige ce groupe, ce n'est pas du tout quelque chose de très souple. C'est vraiment, moi je dirais, ce sont des Amazones. Et les jeunes mâles apprennent dès le début, très jeunes, qu'il faut respecter l'alliance. Et ce que l'alliance déteste le plus, c'est le désordre ou de jeunes mâles qui ont envie de jouer un peu trop du tam-tam. Et donc, les femelles peuvent vraiment avoir des corrections très, très, très difficiles. Ce qui est étonnant avec les bonobos, c'est que les chimpanzés fonctionnent de la même façon. Pour ne pas avoir de relations sexuelles ou avoir une progéniture consanguine avec leur père et leur frère, c'est également les jeunes femelles qui quittent leur groupe au moment de la puberté. Elles partent au moment de la puberté vers un groupe qu'elles vont rencontrer. Chez les chimpanzés, elles partent un peu toutes seules. Chez les bonobos, non. Les bonobos sont pas territoriaux et n'ont pas de propriété sexuelle. Deux grandes raisons pour ne pas se faire la guerre. Même chez nous, d'ailleurs. Et donc, quand ils rencontrent un autre groupe de bonobos à 5-6 kilomètres de là, ces jeunes femelles vont commencer un peu à faire la cour à l'alliance de l'autre femelle, et comme ça, elles la quitteront. Les chimpanzés font de même. Mais ce qui est étonnant avec les bonobos, c'est que dans ce genre de migration, les femelles sont donc non apparentées, puisqu'elles viennent d'autres groupes. Et c'est toujours un système patriarcat qui s'installe, comme chez les chimpanzés. Eh bien, chez les bonobos, c'est pas comme ça. Malgré tout, c'est l'alliance qui dirige. Bon, pourquoi est-ce différent? On est en train de chercher de véritables raisons. On pense, il y a des hypothèses, mais il y a une étude qui va sortir dans environ un mois, et je ne peux pas vous la dire en détail, mais on sait déjà que, comme les humains, dans les sociétés bonobos, il y a plus de femelles que de mâles. Les femelles sont disponibles sexuellement tout le temps, donc il y a moins de tension au sein du groupe et au sein des mâles. Et on se fait l'amour et pas la guerre, quoi. Donc, les femelles, elles gèrent cette agressivité des mâles. Il n'y a pas vraiment de l'agressivité des mâles, mais les mâles veulent prendre le leadership des mâles. Mais je crois que c'est très naturel en biologie. Les mâles essayent de transmettre les meilleurs gènes d'intelligence ou de force. Donc, il y en a toujours deux qui ont envie de jouer du tam-tam. Alors, ce qui se passe, c'est que les femelles tentent d'apaiser ces tensions par des relations sexuelles ou des contacts génitaux. C'est pas toujours une véritable relation sexuelle, mais les bonobos sont même capables d'anticiper les problèmes. Moi, je dis toujours, sur un jeu d'échecs, nous jouons à un tour, ils jouent à 2 tours. Et très souvent, quand il y a des choses comme ça qui arrivent chez nous,
on se met tous ensemble avec le personnel et on dit, bon, mais qu'est-ce qui est arrivé là? Parce que c'est terriblement subtil. Voilà, peace and love, oui, mais attention, c'est pas toujours... Moi, je dis toujours qu'un bonobo qui fait l'amour et pas la guerre, que l'image est aussi belle que la légende. Parce que, oui, on a dit ce sont les hippies de la forêt par rapport aux chimpanzés qui sont, eux, les guerriers de la forêt. Mais je vous assure que les agressions contre les mâles laissent à réfléchir quant au terme hippie de la forêt. Et les mâles savent très bien, hein, ils vont jamais très loin jusqu'à la tolérance des bosses, quoi. Et s'ils se font réprimander, elles ne choisissent pas qui a commencé le premier. Elles s'élancent toutes, elles punissent les deux, visent les extrémités et d'autres choses que je ne peux pas vous dire. Mais les mâles disparaissent pendant 2-3 jours avec leurs blessures. Et puis quand ils reviennent, ben c'est plutôt la joie de les revoir. On leur montre à quel point ils sont là, ils sont heureux et tout. Ils oublient. Mais les mâles, ils n'oublient pas. Ils sont calmes pendant quelques mois quand même. Et je pense que c'est pour ça que les mâles ne quittent jamais leur mère, parce que s'ils sont attaqués, leur mère, qui fait partie de l'alliance, peut les défendre. Chez nous, à Lola, c'est parfois difficile, parce que nous avons un tas de mâles orphelins par rapport à des mâles nés au sanctuaire. Et ceux-là n'ont pas la protection de l'alliance, et je vous assure que parfois c'est vraiment, vraiment difficile. Bon, ben, il faut bien parler des mauvaises nouvelles, hein. Oui, les bonobos sont en danger de disparition, en grand danger de disparition. Et seuls les humains mettent en danger les bonobos. Oui, si nous allons, nous promener dans leur forêt, on pourrait croiser un léopard. Mais pour les bonobos, c'est le braconnage, c'est la chasse. Moi, je suis un enfant du pays, comme disait Claudine tout à l'heure, je suis une Mwanamboka. Je peux comprendre plein de choses. Et je ne combats pas la chasse traditionnelle, parce que c'est une source de protéines pour ces gens-là. Et ils chassent d'une manière sage, le chasseur du village. Quand il a besoin d'une antilope, il ne va pas aller en tuer 10 et puis marcher 40 kilomètres la fois suivante. Cette chasse-là respecte les animaux. Ce que moi je combats, c'est qu'avec la grande croissance démographique de tous les pays africains, les choses ont changé. Si le goût de la viande de brousse n'a pas disparu, les besoins ont terriblement augmenté. Et surtout, les décennies de désordre ont fait émerger justement un phénomène nouveau qui était le phénomène de la viande de brousse, en même temps le commerce des orphelins dans toute l'Afrique subsaharienne. Non, ce que nous, on combat le plus, c'est la chasse qui existe aujourd'hui de manière quasi industrielle. Nous avons eu des périodes où le Congo était coupé en deux, et le biotope du bonobo coupé en deux. Il y a eu une prolifération d'armes dans le pays. C'est vrai qu'on a rectifié ça, on a beaucoup ramassé les armes, mais il en reste. Et vous avez des bandes de braconniers qui arrivent à un endroit bien déterminé dans la forêt, ils tuent tout ce qui bouge. Pas seulement les bonobos, bien sûr, mais n'importe quoi. Et comme ils n'ont pas de frigo, bien sûr, qu'est-ce qu'ils font? Ils boucanent la viande. On coupe des morceaux et on fume la viande, comme on fume un jambon d'Ardenne, par exemple. Et moi, je pense que dans les villes, il est important de faire des programmes éducatifs parce que c'est la ville qui demande la viande de brousse. Et c'est aussi la ville qui envoie les cartouches. La dégradation de son habitat, oui, mais il faut faire un distinguo entre la RDC, qui possède 77%
de la forêt du bassin du Congo avec ses voisins du Gabon, du Cameroun, de la RCA. Eux, ils ont des compagnies forestières. C'est effrayant d'ailleurs. Vous pouvez voir sur une route des dizaines et des dizaines de camions grumiers et on sait que c'est une mort annoncée de cette partie-là du bassin du Congo. Chez nous, c'est assez différent. D'abord, il y a une grande partie de la forêt qui est marécageuse. Dans la cuvette centrale, du 15 septembre à la fin du mois de décembre, l'eau peut monter d'1,50 m même, envahit toute la forêt et puis se retire. Et nous avons, à cause de ça, de merveilleuses rivières noires dues à la sédimentation et même des lacs avec des plages blanches mais avec de l'eau noire. Je ne vous ai pas encore dit combien le Congo est un beau pays, mais je vais y arriver. Et donc, la dégradation de son habitat, il est plus autour des villes, parce que on cultive sur abatis, brûlis, et l'expansion démographique fait qu'il y a un grand déboisement autour des villes. Mais les compagnies forestières ont été tenues par le ministère de l'Environnement dans un memorandum qui fait qu'elles ont dû arrêter de travailler. Certes, ce n'est pas à 100%. Il y a les amis des amis qui ne sont pas nos amis, qui eux exploitent. Mais les grandes compagnies forestières, qui s'étaient pourtant entourées de grandes ONG de conservation, ont quasiment arrêté d'exploiter la forêt du Congo. Nous comptons plus sur ce qu'on appelle les crédits carbone, même si je ne sais pas s'il y en a qui sont capables de les calculer. En tout cas, pour moi, je ne comprends pas très bien. Mais on ne peut pas empêcher un pays de se développer parce qu'il a le deuxième poumon de la planète. Il faut donc penser au développement des populations. Mais si on pouvait ne plus exploiter cette forêt pour garder cet immense bassin du Congo intact, ce serait quand même assez fabuleux. Nous avons tellement d'eau qui peuvent nous donner de l'énergie qu'on ne devrait pas toucher à notre forêt. Et donc on va passer à quelque chose qui est vraiment, pour moi, difficile à accepter, parce qu'après avoir consacré ma vie et mon bénévolat pendant 25 ans pour les bonobos, et que cette année, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui a une échelle et qui surveille toutes les collectes de données dans tous les pays, annonce que de tout ce qu'ils ont récolté comme données entre 2004 et 2014, le bonobo aurait disparu de 5,95% chaque année. Donc sur 10 ans, vous faites vite le calcul, ça fait 60%. Maintenant, 60% de combien ? Je sais qu'il y a des gens qui lancent des chiffres. Il y avait 100 000 bonobos dans les années 80. Il n'y en a plus que entre 5 et 20 000 aujourd'hui. Moi, je pense que tous ces chiffres sont malgré tout fantaisistes. Mais je vais vous montrer quand même quelque chose. Ce graphique, c'est un petit graphique. C'est pas vraiment une grande donnée scientifique. Mais vous voyez en bas, c'est 20 ans passés. Et sur le côté, c'est le nombre de bonobos qui sont arrivés confisqués par le ministère de l'Environnement à Lola et à Bonobo. Vous pouvez voir clairement ce qui se passe en amont de Lola. C'est-à-dire, vous voyez un pic d'arrivée dans les années 96, quand il y avait une occupation militaire et qu'une armée de rebelles avait pris la moitié du Congo. Et puis de nouveau, ça s'est calmé. Et puis nous avons eu une seconde guerre 2 années plus tard. On a eu de nouveau un pic d'arrivée. Et puis ce qui s'est passé, c'est que on a eu la réouverture de la navigation sur le fleuve Congo et la rivière Kasaï, qui a amené vraiment un grand pic d'arrivée de bonobos orphelins à Lola, saisis par le ministère. Et après, ça s'est stabilisé. Et ce sont ces fameuses années 2004-2010 où tout le monde était sur le terrain, les grandes ONG, les partenaires du ministère de l'Environnement,
Et puis aujourd'hui, regardez ce qui arrive. Pas de bonobo, un seul. Et ça me fait très peur, parce que quand je vais au marché de viande de brousse à Kinshasa, ou même à Basankusu, il y a toujours autant de viande de brousse. Donc je me dis, où sont les bonobos? Il est vraiment minuit moins 5 pour les bonobos. Et ces chiffres émis par l'Union internationale pour la conservation de la nature, qu'évidemment beaucoup de gens contestent en disant « mais non, on ne peut pas annoncer ça parce que tout cet argent que nous avons reçu, ça voudrait dire qu'on n'a pas réussi ». Et là, je me mets en colère parce que je dis « il faut avoir de l'humilité quand on fait quelque chose d'aussi important que de sauver des espèces ». À l'occurrence ici, le bonobo. Il faut pouvoir admettre qu'on a raté, qu'on n'a pas réussi à enrayer ça. Moi, je comprends très bien qu'on ne réussisse pas parce que c'est un mélange de tout, la viande de brousse. C'est un mélange de tout, c'est un mélange de pauvreté, de survie, d'avoir un business sans devoir dépendre d'un entrepreneur. C'est l'expansion démographique, c'est beaucoup de choses qui fait qu'on n'arrive pas. Il y a des tâches Bushmeat Task Force qui se font, qui se créent, les gens parlent, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et je pense que quand on fait ça, on doit avoir beaucoup d'humilité et dire il faut changer le fusil d'épaule, il faut changer, il faut faire ça autrement. Bon, quittons cette triste réalité pour aller au paradis. Donc le Lolaya Bonobo, c'est le paradis des bonobos, c'est là où on réhabilite surtout nos bonobos quand ils sont saisis. Lolaya Bonobo se trouve tout près de Kinshasa, à environ 1h30 de route. C'est pas très loin, c'est magnifique. Il y a des rivières qui chantent parce qu'elles ont des chutes. C'est un très très bel endroit. Et c'est là peut-être où se passe une des choses très importantes, c'est la réhabilitation des petits orphelins. Parce que comme vous pouvez voir, ce petit Ombwe, quand il nous arrive, ils descendent sur le fleuve pendant des mois, ils sont arrachés au corps de leur maman qui a été, elle, transformée en viande de brousse. Ce petit bonobo, il est très gentil, donc on se dit on va pouvoir le vendre comme jouet. Et il ne refuse pas de manger, il ne refuse pas de boire, mais jamais en suffisance. Et puis il faut vous dire que les hommes qui rêvent de le vendre, c'est un peu comme Perrette et le pot au lait, ils n'ont pas non plus les moyens de nourrir cet animal si fragile qui a besoin normalement de lait, qui a besoin de fruits frais. Ils sont sur un bateau, un de ces bateaux où il y a 3000 personnes et on lui donne ce qu'on a, une poignée de riz, un peu de bière si on en a, ou un peu d'eau. Oui, ils arrivent dans un état vraiment pitoyable et commence pour eux le premier rôle de Lolaya Bonobo, la réhabilitation de ces orphelins. Donc d'abord des soins de santé, on doit leur faire, évidemment il faut protéger, mais maman de substitution, donc on fait un bilan de santé à leur arrivée, ils sont en quarantaine avec une maman de substitution, et après leur quarantaine, ils iront rejoindre la nurserie. Et la nurserie de Lola, c'est peut-être là où le cœur de Lola bat le plus fort, ce sont les mamans et ces bébés qui réapprennent à vivre et ils resteront dans les bras de ces mamans de substitution pendant la même période qu'ils restent sur le corps de leur maman. Et puis un jour, ils ont envie, eux aussi, d'aller jouer dans la cour des grands, alors ils commencent à regarder les grands qui passent. Et on sait à ce moment-là qu'il est temps de les introduire dans les grands enclos, dans ces groupes qui se sont déjà organisés. Et ça, c'est vraiment le cœur de Lola. Mais Lola, c'est aussi ma devise. La conservation commence par l'éducation. On reçoit 30 000 personnes par an
à Lola et à Bonobo, dont la moitié sont des enfants des écoles, les bleus-blancs, comme on dit chez nous. Les écoles viennent, on leur parle pas seulement des animaux, pas seulement des bonobos, mais aussi de tout, de la déforestation, de l'expansion démographique, des maladies émergentes comme Ebola, le sida. On sait que la manipulation de ces viandes est aujourd'hui extrêmement dangereuse, mais on leur apprend aussi à reboiser. Nous avons des campagnes de reboisement puisque tout a été déboisé pendant une grande période. Donc avec ces enfants, on reboise des pans de collines pour éviter justement tous ces éboulements qui se font de plus en plus. Et là, je vous ai mis une petite histoire assez comique parce que on soutient des écoles, évidemment, autour de Lola, et on avait demandé aux maraîchers qui nous fournissent les fruits et les légumes pour les bonobos s'ils pouvaient donner un lopin de terre aux enfants et que nous achèterions leur production pour payer tout leur minerval scolaire, tous leurs frais scolaires. Et un jour, quelques mois après, il y a Piero Bonzo, le directeur de Lola, qui arrive et me dit « Mais maman Claudine, on a un problème là ». Je dis « Pourquoi ?»« Mais les enfants sont là avec leur production ». Et je dis « Oui, et alors ?»« Ben c'est bien, c'est magnifique ». Il dit « Oui, mais sauf qu'il y a 700 kilos de concombres ». Alors, inutile de vous dire que c'était drôle, mais qu'on a évidemment acheté les 700 kilos pour pouvoir payer tous ces frais scolaires aux enfants. Et après, on a fait des échanges avec les maraîchers. C'est pas seulement les enfants aussi. On s'occupe des fonctionnaires. Chaque mois, nous invitons une direction d'un ministère parce qu'il est important que ces gens sachent ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Parce que Lola est un merveilleux endroit. Et combien de fois n'ai-je pas entendu « Maman Claudine fait ça pour gagner de l'argent ». Non, non. Je fais ça pour que les Congolais sachent que le bonobo est 100% congolais et que c'est un trésor de la nature au Congo. Donc, il faut qu'ils comprennent que ça se fait en partenariat avec le ministère de l'Environnement. Et un autre but de Lola et Bonobo, c'est ce que nous avons expliqué tout à l'heure, c'est les accords que nous avons avec des universités ou du reste avec des écoles vétérinaires comme Lyon et quelquefois Liège aussi. Je suis ravie de voir des compatriotes. Mais oui, c'est sûr. Et ce que moi je veux surtout, c'est quand ces étudiants viennent chez nous, je veux qu'ils prennent un étudiant congolais comme assistant. J'aimerais bien, je ne sais pas si vraiment on peut penser à des vocations, mais le Congo est le seul pays du monde qui a 3 des 4 grands singes. Je suis toujours en train de rêver qu'on aura un jour une société de primatologie congolaise. Et donc ces étudiants, beaucoup continuent chez nous ou vont à la faculté vétérinaire et puis viennent apprendre à soigner la vie sauvage parce que nous avons un vétérinaire qui les forme. Oui, comment on travaille autour de Lola? Avec les maraîchers qui ont installé des plates-bandes autour de chez nous. On leur achète 13 tonnes de fruits et de légumes par mois. Ils sont ravis parce qu'ils ne doivent pas aller jusqu'à la ville pour les déposer. Mais aussi, nous les avons mis en contact avec des ONG du Nord qui leur font des renforcements de capacité. Et vous pouvez voir ici un maraîcher qui a reçu son diplôme et nous les aidons aussi. Nous donnons des intrants, nous donnons du matériel, des graines ou des nouveaux plants, parce qu'il y a une maladie chez nous dans tout le Congo central. Congo avec K, c'est nouveau. Dans tout le Congo central, il y a une maladie qui attaque les plants de manioc. Et le manioc est une nourriture vraiment primordiale au Congo. On mange les feuilles et les tubercules. Et elle a une maladie, la mosaïque. Et donc, on essaye de fournir à ces villageois. Nous achetons à des ONG qui préparent des plants et nous leur donnons des nouveaux plants pour remplacer tous les plants malades. Alors, ouais, c'était devenu un succès.
on sauvait tous les bonobos orphelins, mais ce qui se passait, c'est qu'ils arrivaient en masse et que moi, je craignais énormément que Lola soit saturée à un moment. Mais que faire alors si on est saturé? Mais tout le monde disait, tu essayes la contraception. Oui, c'était la première règle de PASA, Pan-African Sanctuary Alliance, que nous avions créée. Mais personne n'avait vraiment essayé la contraception avec les femelles bonobos, parce que tous les zoos dans le monde voulaient des bonobos pour faire grandir cette communauté à l'extérieur du Congo. Et seuls 2 zoos aux États-Unis avaient eu une communauté de 18 en se disant, bon, maintenant il faut qu'on arrête parce que ce sont des animaux très compliqués à gérer en captivité par leur système social. Et donc, j'ai essayé la pilule anticonceptionnelle, puisqu'elle avait été testée sur les bonobos, sauf que on l'avait testée, mais avec des femelles qui étaient toutes seules. Mais dans une communauté, chez moi, les groupes ont 25, 27 individus par groupe. Mais les mâles, probablement un problème de phéromones, les mâles ne retrouvaient plus vraiment leur place. Ils se disaient, oh là, mais on pourrait redevenir les boss ici. Donc, plein d'agressions, mais des agressions qui n'en finissaient pas. On n'a pas arrêté d'amputer des doigts, de réparer des bourses. On n'a pas arrêté de soigner jusqu'au moment où on a dit, non, c'est fini. Mais alors, qu'est-ce que je devais faire? Je devais accepter de laisser mourir les derniers orphelins, des derniers bonobos qui avaient la chance d'être encore libres au Congo. Tous ces orphelins, je devais ne pas les accepter à Lola. Eh bien non, j'ai pas pu. J'ai décidé de partir à la réintroduction. Et là a commencé vraiment un travail, oui, difficile, parce que je suis partie, tout le monde me disait, elle est complètement folle, elle part à 1000 kilomètres de Kinshasa en pirogue, on va l'assassiner. Mais non, mais je crains rien. Je crains dans une grande ville, comme je crains de prendre le métro à Bruxelles. À Kinshasa, c'est un peu pareil, c'est une grande ville. Mais si vous sortez de là, j'avais retrouvé les gens, comme je l'ai dit dans ma première diapositive, comme ils étaient avant, très heureux de me voir. Maman, tu n'as pas de mari? Ben oui. Et des enfants? Ben oui. Et même des petits-enfants. Ah bon? Alors la guerre est finie. C'était tellement chaleureux de retrouver ces gens, c'était pour moi presque une des plus belles périodes. C'était pas très confortable, évidemment, on dormait en forêt, etc. Mais ça a été une découverte de mon pays d'une autre façon, et je l'avais quitté depuis bien longtemps, l'intérieur du pays. Donc a commencé la prospection, travailler avec les populations locales, retrouver les chefs coutumiers qui ont la jouissance coutumière de la forêt, faire des accords avec eux, et finalement j'ai trouvé 20 000 hectares chez les Ilungampo, et il fallait donc de retour à Kinshasa. Nous avons fait ensemble des arbres à problème en disant, mais moi je viens avec des bonobos, et vous, qu'attendez-vous de nous? Et c'était fantastique parce qu'on parlait des heures durant, on faisait des arbres à problème, et ces gens étaient d'une noblesse incroyable. Je me disais, ils vont demander un peu plus de confort pour eux. Non, ils m'ont demandé les livres pour les mettre dans leur école, le matériel didactique, parce qu'il y avait plus de 20 ans qu'ils n'avaient plus rien. Il a suffi qu'on me parle comme ça pour que je ne cherche plus un autre endroit. Et je suis allée là-bas, à 900 kilomètres de Kinshasa. C'est vrai que c'était loin. Je dormais avec les lignes directrices de l'IUCN parce que c'est une énorme préparation. On a les scientifiques dans le dos, devant, derrière, sur le côté, mais nous avons préparé les animaux. Nous avons fait toutes les analyses de terrain pour réintroduire ces bonobos. Et finalement,
le 14 juin 2009, nous sommes partis avec un premier groupe de bonobos. Une longue journée, 2h30 du matin, un dimanche pour qu'il n'y ait pas trop de circulation. Partir en avion jusqu'à Bandaka, puis Basankusu, et puis on avait construit un grand radeau pour mettre les cages, espérer qu'il n'y ait pas une panne, et arriver jusqu'à Ekolo, Yabonobo. C'est l'autre nom de l'autre projet. Ekolo, ça veut dire le pays, mais un peu comme le terroir, un peu peut-être comme ici vous parlez du fromage de Herve, c'est-à-dire quelque chose qui veut dire le pays, mais vraiment l'origine, quoi. Et j'aimais bien parce que écolo, ça faisait école et ça faisait écologie. Donc on a appelé cet endroit Ekolo Yabonobo. Donc depuis lors, il y a eu des relâchés, 2 en 2011, et maintenant nous sommes prêts, le 18 janvier, de repartir encore avec un groupe de 13 bonobos. Parce qu'on ne part pas comme ça avec les bonobos. Il faut qu'ils soient bien organisés, il faut qu'il y ait des femelles un peu dominantes, des mâles qui peuvent enrouler les mécaniques, il faut des juvéniles, il faut qu'ils se sentent bien ensemble. Donc ils sont en quarantaine pendant 6 mois, et puis après on les réintroduit pour qu'ils fassent fusion et fission dans les 20 000 hectares avec les bonobos qui sont déjà relâchés. On travaille différemment là-bas, on a évidemment... Parce qu'il y a le revers de la médaille, plus on fait des patrouilles anti-braconnage, plus la biodiversité revient en masse. Il y a des bandes de petits singes, il y a des cochons sauvages, il y a des traces d'éléphants, il y a des léopards. Donc les villageois, parfois, en face, ils se disent « Mais non, maman Claudine, elle nous a fait juste un merveilleux garde-manger. » Donc, il faut travailler avec eux, il faut faire de l'éducation. Donc on fait de l'éducation le long de la rivière avec tous les gens qui partent très très loin. On a décidé au début d'avoir un peu un tampon entre la population et nous, et on a créé des comités de développement de village. Parce qu'après plusieurs décennies d'abandon, on sentait un peu la lassitude des gens et on leur a fait des comités où il y a un président, un vice-président, un trésorier, un secrétaire, un représentant des 4 pôles autour duquel tourne un village congolais et africain en général, l'église, le marché, l'école, et le dispensaire. Donc un représentant de tout ça, un représentant du pouvoir traditionnel et du pouvoir national, les autorités administratives. Et on se réunit comme ça tous les 4 mois pour des cadres de concertation. On échange nos problèmes. Oui, on s'engueule parfois quand j'ai un panier de cartouches rouges qui vient de Brazzaville ou quand je trouve des pièges. Mais maman Claudine, on ne veut pas tuer tes bonobos. Non, mais vous pouvez les prendre dans un piège et après... Donc, on discute. On supporte 4 maternités et il y a 1 mois, j'étais chez les Ilungampo et on leur a remis un grand dispensaire avec 6 chambres en briques, etc. Et on travaille comme ça. On amène des médicaments, mais ils ne veulent pas qu'on les donne. Donc, on leur donne des prix de vente. Et évidemment, nous, on change un peu ces prix pour que tout le monde ait accès avec... Attention, nous ne jouons pas docteurs, c'est des médecins reconnus par le district et ce sont des infirmiers qualifiés. On fait baisser les prix des médicaments très chers et puis ils viennent pour racheter des nouveaux médicaments. Mais évidemment, ça ne représente absolument pas, mais c'est pour que les gens ne se sentent pas à charge. Et au début, on a beaucoup travaillé avec des projets sociaux, comme, par exemple, encore maintenant, on fournit 550 bancs à toutes ces écoles, on fait des tableaux noirs, on leur donne des choses pour leurs petites ONG locales, mais
on leur fait maintenant des projets socio-économiques pour qu'ils gagnent un peu d'argent. Donc le stade est passé. Et je vais vous dire, ces gens me portent. Je crois que si j'ai fait ça, c'est à cause d'eux. C'est pas vraiment les bonobos. Parce que les bonobos, une fois qu'ils sont dans leur forêt, on apporte des nouveaux, on leur met un collier, on voit où ils sont par satellite et tout. Ce sont les gens. Moi, je crois à des milliers de projets avec les gens de la base. Parce qu'il faut leur faire un peu plus confiance. Parce que vous sentez cette énergie positive qui les pousse. Et la pyramide, elle remonte comme ça. Pendant des années, on donne en haut, où il y a beaucoup de frais, où il y a beaucoup de frais de fonctionnement, etc. Et puis la pyramide, elle arrive en bas par la pointe. Peut-être est-ce une des raisons pour lesquelles on n'a pas obtenu ce qu'on espérait obtenir. Moi, je travaille comme ça. Je travaille avec les gens. On fait beaucoup d'éducation là-bas aussi, mais c'est différent. C'est avec les gens de passage. Mais on a aussi une petite radio, on émet. Bon, évidemment, c'est avec des batteries, il n'y a pas d'électricité là-bas. Donc on va à Bassancousou et on fait des émissions, on raconte, on parle de tout, de tout ce qui est à l'horizontale dans la biodiversité. Ce n'est plus protéger les animaux, ce n'est plus se plaindre de la déforestation ou de cette expansion démographique ou du changement climatique. C'est le Sud qui souffre du changement climatique. C'est vrai, chez nous, il y a des endroits où on n'a plus qu'une récolte par an parce qu'il ne pleut pas en suffisance, ou des endroits où il pleut trop. C'est le Sud qui souffre. Et la biodiversité souffre aussi au Sud. Et je voudrais vous dire que quand vous regardez à la télé ces merveilleux documentaires où on voit tous ces camailleux de beige, des félins qui courent, des éléphants aussi, nous sommes en guerre. Nous sommes rentrés en guerre. Nous avons ce que les Sud-Africains appellent la Wildlife War. Chez nous, maintenant, c'est la guerre. On tue des éléphants, on tue des rhinos, pas 300 par an comme avant. On est arrivé à dépasser les 2000 par an. Et vous savez, ils ne tuent même plus maintenant les braconniers. Ils les tirent avec des fléchettes pour les anesthésier. Et qu'est-ce qui se passe quand l'animal se réveille et qu'il a la lippe pendante parce qu'on lui a enlevé sa corne? Je vous assure, chaque fois que vous regardez ces beaux documentaires, ayez une vraie pensée pour ce qui se passe chez nous maintenant. C'est vraiment la guerre. Et le Kenya, l'Afrique du Sud, la plupart des pays du Sud ont donné l'autorisation aux gardes de tirer maintenant sur les braconniers. Donc vous voyez que les choses changent. Et quand moi je dis il est minuit moins 5 pour les bonobos, mais il est minuit moins 5 pour beaucoup d'animaux. Donc l'éducation, chez nous, c'est comme ça. On va dans les villages, on explique. Et cette jeune femme que vous voyez là est importante pour moi. C'est elle qui a pris ma relève. Elle est directrice générale de tous mes projets. C'est ma fille Fanny. Et croyez-moi, la mangue n'est pas tombée loin du manguier. Dans les projets éducation, évidemment, le football au Congo. Et demain, j'irai donner le coup d'envoi d'un match de foot. D'abord, j'aime le foot, oui. Et même les grands-mères aiment le foot. Et les bonobos de Bassancousou, ils ont été équipés après des années. On leur a trouvé tout l'équipement, les protèges tibias, les bottines et tout. Et c'était fou, ça leur a donné une énergie telle qu'ils ont non seulement gagné le championnat local, mais après ils sont partis au district et puis à la province. Et c'était génial d'entendre à la radio nationale « Et les bonobos de Bassancousou », etc. J'étais ravie. Tout ça, c'est de l'éducation. Mais on fait d'autres choses aussi pour ces gens là-bas. On leur amène 2 fois par an, par exemple, Madame Pina, qui est dentiste. Et vous savez, arracher une dent sans anesthésiant, c'est un peu compliqué. Et beaucoup de gens ont tellement de douleurs depuis des années. Et Pina, elle vient avec ses médicaments. Et je vous assure que j'ai vu des gens lui embrasser les mains
de reconnaissance. Parce que quand même, quand on arrache les dents, comme on le faisait ici dans le temps, c'est assez pénible et les gens préfèrent garder leur douleur pendant des années. Nous avons aussi fait venir une équipe de médecins qui opérait la cataracte. C'est la 2e année qu'ils y vont. Et jamais nous ne disons aux gens, c'est à cause de notre ONG. Jamais. Nous disons, c'est grâce à la présence des bonobos. Mais voilà, j'y crois. Et je vais vous raconter l'histoire de Bolomba très brièvement. Un jour, nous recevons un coup de téléphone du bureau là à Écolo et à Bonobo en disant il y a un chasseur qui a fait une phonie HF, donc une phonie, une vraie phonie, pour contacter quelqu'un. Donc cet homme si pauvre, il a payé 10 francs congolais pour appeler quelqu'un qui pouvait nous avertir qu'il avait pris une femelle bonobo dans un piège et qu'il avait entendu parler de nous et qu'il ne voulait absolument pas la tuer et qu'il fallait venir la chercher. À Lola, c'était la fête. Le portefeuille n'était pas en fête parce qu'on s'est dit, mon Dieu, il faut aller, ça va coûter une fortune. Mais tous nos éducateurs disaient, mais c'est la preuve pour nous que ça fonctionne. Et donc, on a loué 2 motos au départ de Basankoussou, on est allé jusqu'à Bolomba et encore plus loin que Bolomba. Et cette femelle bonobo était là, dans le village, avec les enfants, et tout le monde l'avait soignée. Mais comment la prendre pour rentrer à Basankoussou? Il y avait 2 jours de moto. Pas moyen de la mettre dans une cage. Eh bien, je vous le donne en 1000, on l'a mis à l'arrière. Elle avait un bras un peu démis parce qu'elle avait beaucoup tiré sur son câble. Donc, elle tenait comme ça le pilote. Et ils sont arrivés à Basankoussou. Là, on a encore à la descente 13 heures de pirogue pour arriver à Bandaka. Là, on l'a mis dans une cage parce qu'on avait peur qu'elle bouge dans la pirogue. Et elle est arrivée à Kinshasa. Et là, je me dis quand même, la conservation commence par l'éducation. Parce que c'est pas tous les jours qu'on a des victoires comme ça. Mais quand même, c'est important. Et donc, ben oui, demain, j'ai toujours des envies, j'ai toujours des idées. Je suis une catastrophe pour les gens avec qui je travaille, bien sûr. On a plein de projets. Surtout doubler la forêt, parce que les bonobos n'ont pas de frontières. Au lieu de rester chez les Ilungampo, ils ont décidé d'aller vers le sud chez les Bayenga. Donc les Bayenga ont dit, ben nous aussi, hein, on va faire un contrat avec vous. Donc on a du pain sur la planche au niveau administratif. Comme ma fille est juriste, je pense que ça tombe tout à fait dans ses cordes. Et avant de vous remercier de m'avoir écouté si longtemps, je voulais que vous passiez un peu de temps avec mes mamans. Je veux faire fonctionner cette... Voilà, merci, merci beaucoup.